individualiste, illégaliste, anarcho-syndicaliste, plateformiste, anarchiste chrétien ou encore anarcho-primitiviste, l'anarchisme a presque autant de sensibilité qu'il n'a de figure. Et s'il semble aujourd'hui minoritaire, on oublie qu'il fut un temps où il domina le monde. Et pourtant, au sortir de la Première Guerre mondiale, en Europe, l'anarchisme semblait avoir perdu presque toute son influence. Ce n'étaient pas seulement les attentats des propagandistes par le fait, ni même la proclamation à corps et à cri des lois scélérates qui l'avaient rendu inaudible, mais bien plutôt les bombes qui de Verdun à la Somme, en passant par le chemin des Dames, en assassinant dans certains pays près du tiers des travailleurs, avaient réduit au silence la masse des militants. Sans parler de ces millions d'amputés, de traumatisés, de gueules cassées, pour lesquels la révolution n'était plus une priorité. Mais à la périphérie des grands pays industrialisés, au pourtour du monde occidental, les anarchistes ont survécu. Ils se rassemblent aux marges des empires, reprennent les armes et essaient partout de faire triompher leur idéal. Or, face à une réaction qui elle aussi a de nombreux visages, les libertaires ne peuvent plus seulement imaginer de douces utopies. Dans cet entre-deux-guerres fécond, où le capitalisme enfante ses deux bêtes immondes, stalinisme et fascisme, face à l'hydre totalitaire qui généralise un peu plus le vol et industrialise la mort, ils doivent mener une guerre sur tous les fronts et plus que jamais prouver dans les faits l'efficacité de leurs pensées. Et c'est ainsi qu'au Mexique, en Russie ou en Espagne notamment, les anarchistes vont conduire, au nom de la justice et de la liberté, certaines des plus grandes révolutions du XXe siècle, et écrire, en lettres rouges et noires, une nouvelle page de notre histoire. Au début du XXe siècle, l'anarchisme a affirmé sa spécificité, formé ses propres organisations et constitué ses différents courants. Ces figures ont écrit, voyagé et popularisé ces théories. Les grandes vagues de migration qu'il avait déjà portées vers les États-Unis d'Amérique l'ont aussi amené dans les contrées les plus reculées du globe. En Palestine ou en Égypte, parmi la diaspora juive ou dans les communautés indiennes, aux confins du continent africain, comme dans tout l'Orient et jusque dans l'Empire du Soleil levant, les anarchistes sont partout. Mais c'est en Amérique que l'anarchisme reste la principale force révolutionnaire, pour ne pas dire la seule. Ils sont organisés au sein des Industrial Workers of the World qui ont étendu leurs branches du Canada jusqu'en Australie. Ils combattent au sein de la FORA, la grande fédération ouvrière argentine, et en Bolivie, ils donnent à la FOI le drapeau noir et rouge comme emblème. Ils conduisent des défilés de masse au Chili ou comme ici, la FORU qui fait une démonstration de force dans les rues de Montevideo. Ils tiennent les docks dans les Caraïbes, s'opposent aux jeunes républiques bananières et luttent pour l'indépendance à Cuba ou Puerto Rico. Et alors que les libertaires européens se lancent à corps perdu dans l'aventure individuelle, c'est même au Mexique que l'anarchisme inspire, sans que l'on s'en souvienne toujours, la première grande révolution libertaire. C'est tout de même incroyable que la révolution mexicaine soit moins connue que la révolution russe ou que la révolution chinoise, alors que c'est la première grande révolution du XXe siècle. La révolution mexicaine commence en 1910 et dès son origine, l'une des factions les plus importantes qui œuvre au sein de cette révolution est le Parti libéral mexicain, le PLM, dirigé par les frères Flores Magón, Enrique et Ricardo Flores Magón. Ce sont deux anarchistes mexicains exilés aux États-Unis quand la révolution éclate. Flores Magón et ses camarades ont un rôle fondamental. En étant les précurseurs de ce mouvement révolutionnaire, ils ont quand même créé les conditions de la révolution. Ils ont été un aiguillon permanent, on va dire, pour toutes les autres factions révolutionnaires. C'est-à-dire qu'ils ont toujours poussé, par leur propagande, à radicaliser les positions des autres factions. Magón pensait en fait que la révolution mexicaine était le premier acte de la grande conflagration mondiale qui n'allait pas tarder à arriver. C'est-à-dire que la révolution mondiale libertaire était, selon lui, sur le point d'éclater. Le Parti libéral mexicain, qui est à l'origine de la révolution,
n'a de parti et de libéral que le nom. Mais il est bel et bien une organisation anarchiste, comme en témoigne son manifeste programme, rédigé par Ricardo Flores Magón. S'il s'inscrit dans la plus pure tradition libertaire, ce n'est pas seulement parce qu'il prône l'action directe, c'est aussi et surtout parce qu'il appelle à une vaste réforme agraire. Car il faut se souvenir que depuis l'origine, le mouvement anarchiste est le seul courant du socialisme à accorder un rôle moteur à la paysannerie dans le processus révolutionnaire. C'est d'ailleurs ce qui explique son succès dans un Mexique encore très agricole. Et cette conception s'est diffusée. Elle inspire les trois autres organisations révolutionnaires de masse que sont au sud, l'armée insurrectionnelle d'Emiliano Zapata, au centre, dans la capitale, la maison de l'ouvrier mondial, et au nord, l'antenne que les IWW ont ouverte au Mexique. Et le slogan que Flores Magón et les anarchistes du PLN apposent au bas de leurs écrits est repris par ces mouvements et devient le mot d'ordre de toute la révolution. Terre et liberté. Il disait aux paysans, prenez vos Winchester et allez prendre la terre. Elle vous appartient. N'attendez pas que la classe ouvrière vous la donne. Les paysans peuvent avoir leur propre révolution. Magón confiait en fait dans la spontanéité du peuple en armes. C'est-à-dire que c'est par l'insurrection armée, par la lutte à mort contre le système, qu'on pourra instaurer la société libertaire. Ces appels aux armes résonnent d'autant plus fort ici qu'au flanc des Sierra Madre ou sur les hautes terres du Chiapas, la paysannerie vit depuis 400 ans dans des conditions de misère extrême. L'évangélisation, l'encomienda et la variole ont fait leur œuvre. Les peuples natifs ont été presque entièrement exterminés. Le ventre de la Pachamama est quotidiennement souillé et le sous-continent entier est saigné, humilié et corrompu. Placé sous la coupe d'une poignée de latifondistes qui possèdent toutes les terres, l'écrasante majorité des travailleurs survit sans perspective d'amélioration. Le quotidien de ces hommes et de ces femmes, c'est l'illettrisme, la famine et la maladie, le labeur acharné sous un soleil de plomb qui brûle le celluloïd et les peaux, avec les cris et les coups, pour encouragement, et la spoliation comme seule récompense. Le moindre geste de révolte est puni par le fouet et toute tentative de fuite, comme au temps de l'esclavage, par la mort. En 1911, les frères Flores Magón préparent une invasion au nord du Mexique, en Basse-Californie exactement. Ils rassemblent un groupe de 50 anarchistes, dont certains viennent des États-Unis d'Amérique et du Canada, pour rejoindre les forces du PLM. Il y a une douzaine de membres des IWW, des Noirs américains radicaux et même un Chinois. Ils cernent la ville de Mexicali, la libèrent des troupes fédérales et en prennent le contrôle. Ils libèrent aussi Tijuana et pendant quelques mois, ils occupent le nord du Mexique. La petite armée du PLN, soutenue par les IWW et emmenée par le général Mosby que l'on voit ici sur son cheval, ouvre les prisons et fait flotter le drapeau noir sur la commune Terre et Liberté. Les libertaires du monde entier s'enthousiasment. Emma Goldman participe à des meetings. Kropotkin fait la première théorie de la guerre de guérilla. Jack London publie un recueil de nouvelles. Aux États-Unis, en Argentine, à Cuba, au Portugal, en Italie, partout la presse anarchiste se passionne pour cette insurrection mexicaine qui va peut-être renverser le vieil ordre. En ces temps où les chansons parlaient encore de la vie des hommes, Joe Hill, émigré suédois et troubadour révolté, l'une des grandes figures des IWW, vient participer à l'insurrection à la manière de ce que l'on appellera plus tard les brigades internationales. Should I Ever Be a Soldier, le morceau qu'il compose alors témoigne en musique de cet engagement et appelle les autres travailleurs à le rejoindre dans la lutte. Join the army of the toilers, men and women fall in line. Wage slates of the workers, do your duty for the cause for land and liberty. It's the first time that anarchists see a situation in which there is an army. C'est la première fois dans l'histoire que les anarchistes ont une armée qui fonctionne selon des principes anarchistes.
et qui implante le communisme libertaire. Parce que c'est ça le projet du PLM. Créer une nouvelle société anarchiste au Mexique pour ensuite l'exporter aux États-Unis et dans le reste du monde. Et voilà pourquoi les anarchistes dans le monde et en Europe, comme Kropotkin, ont vu la révolution mexicaine comme la toute première révolution anarchiste. Mais pris en étau entre les contre-révolutionnaires mexicains d'un côté et les armées yankees de l'autre, la lutte est trop inégale. Les communes sont reprises, les révolutionnaires mexicains sont fusillés et les étrangers capturés sont regroupés dans des camps à la frontière. Comme un chant du cygne, Ricardo Flores Magón publie un manifeste aux anarchistes du monde entier et aux travailleurs en général. Mais les seuls à l'entendre sont les autorités nord-américaines qui l'arrêtent et le condamnent à finir ses jours dans une prison de haute sécurité. Malheureusement, finalement, il n'y a pas véritablement de réflexion qui va être menée sur l'analyse et les causes de l'échec des anarchistes pendant la Révolution mexicaine. Et donc, c'est vrai que par la suite, le Parti libéral, Flores Magón, tombe un petit peu après dans l'oubli. Les anarchistes mexicains n'ont en effet pas le temps de s'apitoyer sur leur sort, ni de tirer des leçons. Mais si la révolution mexicaine tombe dans l'oubli, c'est aussi parce que les libertaires européens sont alors au plus dur de la Première Guerre mondiale. Et ils se désintéressent d'autant plus du sort de cette si lointaine insurrection qu'en 1917, aux portes de l'Europe, un vent révolutionnaire s'est levé qui souffle de Russie. À l'Est, soudain, quelque chose de nouveau. En 1917, première révolution russe en février, le tsar se carapate, il y a une certaine démocratie qui s'instaure et des soviets, conseil ouvrier, des usines qui se reprennent par les anarchistes, trouvent ça formidable. Journée de 8 heures, abolition de la peine de mort, liberté d'opinion et de conscience. Dans un premier temps, la révolution russe s'attaque aux injustices et donne tout le pouvoir aux soviets. Dans cette immense Russie, où l'on rend hommage à Tolstoï, où l'on érige un monument à la gloire de Bakounine et où l'on offre à Kropotkin des ministères, les anarchistes ont tout pour croire que l'anarchie, ici, enfin, est en train de triompher. Le début de la révolution russe redonne vraiment de la vigueur au mouvement anarchiste. Parce que c'était exactement le type de révolution qu'ils avaient toujours prôné. Une insurrection spontanée. L'immense majorité d'entre eux a accueilli comme quelque chose d'extrêmement positif le fait que quelque part dans le monde, il se trouve que c'était en Russie, des hommes, des femmes se lèvent pour dire que c'en était fini du pouvoir d'autrefois. Dans un premier temps, les anarchistes pensent qu'il y a effectivement une possibilité de voir naître en Russie, enfin, un véritable pays communiste. J'allais dire État. Non pas un État, ils n'en veulent pas d'un État. Mais un pays qui, en quelque sorte, se serait de lui-même transformé en société communiste. C'est clair que ça provoque un espoir incroyable. Même Malatesta, au début, envisage la révolution russe avec sympathie. Au début. Et même Kropotkin revient en Russie parce qu'il pense que la révolution va prendre là un tour libertaire. Car il faut se souvenir que les anarchistes sont, dans leur grande majorité, partisans du communisme libertaire. Et oublier la bataille entre Marx et Bakounine au sein de la Première Internationale, ils voient alors dans les bolcheviks des révolutionnaires avec lesquels, malgré des désaccords sur les méthodes, il est possible de s'associer pour créer ensemble le monde nouveau. Les anarchistes en Russie ont été des partenaires actifs de la révolution aux côtés des bolcheviks et des socialistes révolutionnaires. Ils ont eux aussi participé au renversement du tsar, organisé des soviets et repris les usines. Des organisations libertaires tiennent rapidement le haut du pavé, comme à Moscou, où la fédération des groupes anarchistes contrôle une partie de la ville. Mais c'est en Ukraine que le mouvement libertaire va montrer son potentiel, grâce à un jeune paysan descendant des Cosaques Zaporog qui, en prenant la tête de l'insurrection au nord de la Crimée, devient l'une des grandes figures de l'anarchisme au XXe siècle. Makhno était un paysan de très basse extraction
mais avec un immense talent militaire. Et il arrive à organiser une insurrection paysanne et populaire en Ukraine. Il crée des communautés de type anarchiste un peu partout et fait la preuve qu'on peut avoir une avant-garde révolutionnaire qui ne soit pas organisée en partis. Depuis quelques mois, en effet, parti de Goulaï et Polier dans les plaines fertiles d'Ukraine, la Makhnovtchina, armée insurrectionnelle qui porte le nom de son organisateur, sème la révolution sur son passage. Milice anarchiste et paysanne, elle s'est donnée pour emblème un drapeau noir portant un crâne et des tibias croisés sous lesquels il est écrit « Mort à tous ceux qui s'opposent à la liberté des travailleurs ». Au fur et à mesure de son avancée, la Makhnovtchina, comme jadis les légions de Spartacus, prend les villes et étend jour après jour son influence. À son apogée, la Makhnovtchina contrôle un territoire qui fait la taille d'un pays européen moyen et sur lequel vivent des centaines de milliers de personnes. Quand ils arrivaient dans une ville qu'ils avaient libérée, les premières choses qu'ils faisaient, c'était d'ouvrir les prisons. Et puis, ils redistribuaient la nourriture à la population. Et puis ensuite, ils imaginaient des manières de collectiviser les terres et d'autogérer les entreprises. L'armée de Makhno fonctionne sur la base du volontariat. Les officiers sont élus. Les communautés paysannes, qui trouvent nécessaire de défendre par les armes leurs terres et leur liberté, envoient des volontaires pour rejoindre l'armée. Ils fournissent librement des chevaux, des chariots et des vivres. Ils forment une armée qui va avoir jusqu'à 40 000 hommes. Avec tout ce que suppose une armée, des services d'intendance, des infirmières, des médecins. À un moment, ils ont même un train blindé. Un train blindé comme celui de Trotsky, mais sur le leur il est écrit « Anarchie ». Il permet à celui que ses partisans surnomment Batko Makhno, petit père Makhno, et dont voici les seules images filmées, de transporter sa cavalerie depuis Goulaï et Polier jusqu'à Alexandrovsk, Kharkov, et même jusqu'aux portes de Kiev, d'un bout à l'autre d'un front qui s'étend sur plus de 1000 kilomètres. Ces troupes peuvent ainsi mener une véritable guerre de harcèlement sur les flancs des forces contre-révolutionnaires de Petliura et à l'arrière des terribles armées blanches du général Denikin. Et en ce mois d'octobre 1919, deuxième anniversaire de l'insurrection, alors que pour les bolcheviks tout semble perdu, Makhno et les anarchistes sauvent la révolution russe. La population et les bolcheviks étaient en train de s'enfuir. Voilà vraiment un exemple de l'efficacité de la Makhnovtchina, qui n'est pas restée sur son petit précaré. Makhno a été capable de penser à l'intérêt général, et là, de sauver la révolution. C'est à ce moment-là son heure de gloire au début 1919, et il fait la jonction avec l'armée rouge, et une jonction volontaire des deux côtés, immortalisée devant les caméras, avec Dybenko, un bolchevique impressionnant par sa carrure, Makhno est tout petit à côté. Voilà, donc on voit un peu les deux conceptions de la révolution, une conception bolchevique assez rigoriste, et puis Makhno, qui à l'époque ressemble encore à un dirigeant un peu, un révolutionnaire romantique. Mais à Moscou, où Lénine vient de décréter le communisme de guerre, on commence à voir d'un mauvais œil les actions des anarchistes et les critiques qu'ils formulent déjà depuis le cœur même de la nouvelle capitale à l'égard de la dictature sur le prolétariat. Quand ils voient ce qu'est le bolchevisme en pratique, avec la police secrète, la réquisition des denrées alimentaires, l'impossibilité pour les gens de faire leurs courses au marché, la création d'un système bureaucratique hiérarchisé qui monopolise les richesses, les anarchistes trouvent que ça ne correspond pas à leur idée du socialisme. Le maintien de la peine de mort les choque aussi.
Cela va à l'encontre de leurs principes socialistes. Ils se sont battus toute leur vie contre cela. Pour les anarchistes, c'est vraiment un signal. Ils se rendent compte que les bolcheviks ne sont pas de vrais révolutionnaires, qu'ils ne sont pas intéressés par le bien-être des travailleurs, qu'ils n'aiment pas les anarchistes, ni d'ailleurs personne qui ne soit pas bolchevique. On est vraiment dans un moment où les bolcheviks, qui à l'origine représentent un groupe révolutionnaire parmi d'autres, se retrouvent à la fois isolés politiquement et à essayer de stabiliser leur pouvoir, donc en éliminant les groupes qui possèdent les mêmes groupes militarisés qu'eux. Donc c'est un peu à celui qui va gagner sur les autres. Face aux critiques, Trotsky, qui vient de prendre la tête de l'armée rouge, décide, c'est son expression, de débarrasser la Russie des anarchistes avec un balai de fer. Mais il faut auparavant fabriquer le consentement. Conscients du potentiel d'une nouvelle arme de propagande de masse, les bolcheviks se mettent alors à produire pour le tout jeune cinéma des films dénonçant les risques de la désorganisation petite bourgeoise et le péril noir de l'anarcho-banditisme. Comme c'est dans les vieux pots qu'on fait la meilleure soupe, point de révolution dans la communication. Les bolcheviks redessinent à gros traits les images éculées de la presse bourgeoise européenne et font le portrait des libertaires en agents provocateurs, avinés, incendiaires et écrasés. Là, il y a une véritable rupture qui est réalisée entre les anarchistes et les bolcheviks, qui vont devenir très vite les adversaires les plus dangereux du mouvement anarchiste que le mouvement anarchiste ait pu connaître. Mais en 1921, quand Kropotkin meurt, le pouvoir décide soudain d'organiser des funérailles nationales. Les bolcheviks auraient-ils quelques remords? Toutes les caméras du pays sont mobilisées pour saisir cet hommage rendu par la Révolution à l'un des pères de l'anarchisme. Emma Goldman, que l'on voit ici, prononce même son éloge funèbre. Quand Kropotkin meurt en 1921, beaucoup d'anarchistes sont déjà en prison. Le parti bolchevique accepte alors de libérer les anarchistes pour qu'ils aillent assister aux funérailles de Kropotkin. Ils sont des milliers. Mais juste après, il les remet en prison. Ces mesures sont d'un cynisme extrême. Le régime bolchevique, c'est le pays du mensonge déconcertant. Alors d'un côté, on salue un grand homme russe, tous les cas de figure, et d'un autre, on prend des mesures contre ses idées. À peine la cérémonie terminée, sur ordre direct de Lénine, le poète libertaire Lev Tcherny et la militante Fanny Baron sont fusillés dans les caves de la prison de la Tchéka, en compagnie de 7 autres anarchistes. Et dans les semaines qui suivent, les bolcheviks décident de purger les 2 derniers foyers d'anarchisme d'Union soviétique. L'Ukraine bientôt, mais d'abord Kronstadt, où les marins, surnommés jadis gloire et honneur de la Révolution, se sont mis en commune. Pour le comité central, la menace est trop proche et le symbole trop dangereux. Malgré les propositions de médiation d'Emma Goldman, Trotsky fait donner l'armée rouge qui écrase la petite île sous les bombes. La fin de la répression de l'insurrection de Kronstadt en 21, c'est le 18 mars 21. Ça correspond à la fois au congrès du parti bolchevique et à la date anniversaire de la Commune de Paris. Donc là, en termes symboliques, c'est énorme de bout en bout. Au printemps 1921, il ne restait plus que la Makhnovtchina pour s'opposer aux bolcheviks. Aux rives de la mer Noire, c'est dans les vapeurs d'alcool et les danses cosaques que l'armée anarchiste, qui ne devait pas connaître la célèbre formule inspirée de l'Énéide Timeo bolchevico et dona ferentes, je crains les bolcheviks, surtout dans leurs offrandes, est décimée par l'armée rouge. La cavalerie et les officiers makhnovistes étaient avec l'armée rouge près de Sébastopol. Ils ont fait un grand banquet pour fêter une victoire. Et là, vous savez, le léninisme est très bien organisé. Et pendant la nuit, tous les officiers makhnovistes ont été fusillés.
Les dernières pages de l'épopée de Makhno sont tragiques. C'est une course éperdue, une lutte sans espoir de victoire, une lutte de bêtes blessées. La révolution russe est catastrophique pour l'anarchisme. Le mouvement anarchiste cesse totalement d'exister en Russie. Ses derniers représentants meurent dans les camps de Staline ou en exil. Mais l'exécution ou la déportation des anarchistes dans les îles Solovki avait aussi et surtout pour objectif de réduire les libertaires au silence. Car au moment même où il essayait de faire croire au monde ouvrier que le socialisme se construisait à l'intérieur de ses frontières, le pouvoir bolchevique ne pouvait prendre le risque que des témoignages de révolutionnaires de premier plan déchirent le voile des illusions des travailleurs. C'est la raison pour laquelle ces assassinats se sont doublés d'une censure totale de la parole des anarchistes. Et à partir de ce jour, et plus encore avec la prise de pouvoir de Staline, pour lequel, comme en témoignent ses écrits de jeunesse, l'anarchisme était une préoccupation de longue date, l'historiographie marxiste a passé sous silence le rôle joué par les libertaires dans la révolution russe. Et il a fallu des années pour qu'à l'Est, comme dans toute une part de l'Occident, les nouvelles générations puissent entendre la critique totale du régime soviétique, formulée en premier par les anarchistes. Les anarchistes ont effectivement été les tout premiers à dénoncer la nature profonde du régime. Ce sont eux qui ont dit qu'il s'agissait en réalité d'un capitalisme d'État, et que l'État allait devenir le propriétaire des terres, que l'État, en restant capitaliste, ne changerait en rien la situation des travailleurs, et que la classe ouvrière serait réprimée et n'aurait nulle part où se réfugier. Sinon nulle part où se cacher, c'est que dans l'immédiate après-guerre, la bourgeoisie capitaliste a elle aussi partout réprimé les tentatives révolutionnaires des anarchistes avec une barbarie qui n'a rien à envier au châtiment bolchevique. Comme en Allemagne, où les meneurs libertaires de la République des Conseils de Bavière, Erich Mühsam, Ernst Stoller, Ret Marut, sont emprisonnés, pourchassés ou lynchés par la foule comme Gustav Lendauer, dont les autorités laissent le corps pourrir durant plusieurs jours dans la rue pour l'exemple. En Bulgarie, l'insurrection du 23 septembre 1923, qui entendait établir un gouvernement de travailleurs et de paysans, se conclut par une terreur blanche où le roi très orthodoxe Boris III s'est, dit-on, fait présenter sur un plateau la tête de Georges Tchaitanov, le jeune théoricien de l'anarchisme bulgare. La semaine tragique qui, quant à elle, vient mettre fin aux espérances soulevées par les grandes manifestations de la Fora en Argentine, trouve sa réplique en Colombie lors du massacre des Balancers, quand la United Fruit Company assassine des centaines d'anarcho-syndicalistes. Ces vagues de répression déferlent jusqu'en Chine, où le mouvement du 4 mai 1919, inspiré par Liu Shifu, le premier anarchiste chinois, est cassé par les seigneurs de guerre. Un jeune instituteur, présent place Tiananmen à Pékin, un certain Mao Zedong, assiste à la répression brutale des étudiants et en restera longtemps marqué. Cette terreur de l'anarchisme fait trembler jusqu'aux pentes du mont Fuji, où le pouvoir impérial japonais fait arrêter et battre à mort Sakae Osugi et Itonoe, mais aussi leurs neveux de 6 ans, dont les corps méconnaissables seront jetés au fond d'un puits. Sans oublier l'Italie, qui était parvenue au bord de la révolution. Le capitalisme rétablit ici aussi son ordre et accomplit ainsi la prophétie de Malatesta, que l'on voit à gauche harangler la foule. La bourgeoisie fera payer par des larmes de sang les tentatives révolutionnaires des prolétaires. Oui, partout où l'anarchisme a tenté de faire triompher ses idées, ses militants ont été arrêtés, persécutés et assassinés. Même aux États-Unis d'Amérique, autre terre historique de l'anarchisme, le mouvement révolutionnaire est combattu. Et cette lutte va atteindre l'un de ses points culminants avec la condamnation à mort de 2 innocents. Sacco et Vanzetti appartenaient à la base des militants anarchistes. Et jamais l'histoire ne s'en serait souvenue s'il ne leur était arrivé ce qui leur est arrivé. Ici et depuis 50 ans, l'anarchisme énerve toujours le corps social. Et qu'ils défilent en patins à roulettes contre le chômage ou contre la guerre en arborant eux aussi des drapeaux à tête de mort,
Ce sont les anarchistes, et non les communistes, qui inspirent aux autorités, malgré la dénomination de Red Scare, une véritable peur noire. En 1917, au cours d'une nouvelle chasse aux sorcières, de gigantesques rafles ont été organisées. Des milliers de révolutionnaires sont arrêtés préventivement, promenés dans l'archipel carcéral et finalement déportés sur le paquebot Bufford, ici plus subtilement renommé Arche des Soviets. Et comme le pays de la liberté craint plus que tout les libertaires, c'est sur des airs de ragtime, avec des sourires et des dessins animés, que la propagande se diffuse. Des dessins animés qui amalgament la vermine anarchiste et bolchevique et l'assimilent à des rats qu'il s'agit d'exterminer. Des dessins animés signés par un joyeux capitaine d'industrie qui finira tout de même par avoir des tendresses pour le parti nazi. Il faut savoir que les États-Unis sont un pays où la guerre aux organisations syndicales et aux mouvements ouvriers a été d'une dureté qui n'y en a que très peu d'égal dans le monde occidental. Alors, la dureté avec laquelle les pouvoirs, en collaboration souvent avec la mafia, tu sais, c'est réel là, ce que je raconte, ils ont collaboré avec la mafia pour casser les syndicats, pour casser le mouvement ouvrier. Mais les anarchistes avaient organisé la riposte. Plusieurs dizaines d'attentats avaient été dirigés contre les représentants du pouvoir, comme le milliardaire Rockefeller ou le général à Tournai Mitchell Palmer, qui contemple ici les dégâts depuis sa fenêtre. Les regards des autorités s'étaient naturellement tournés vers une partie du courant libertaire, très prégnant dans la communauté italienne de l'époque, favorable encore à la propagande par le fait. Sacco et Vanzetti appartenaient à cette tendance. Ils croyaient à la révolution par tous les moyens, au plus vite. Mais quand on les arrête, ils ne savent pas pourquoi on les arrête. Ils croient que c'est parce qu'ils sont anarchistes. Ils restent donc très évasifs, ils ne répondent pas vraiment aux questions. Et cela sera utilisé contre eux durant leur procès. Aux marches du palais de justice de Boston, où ce presse curieux et journaliste, on accuse en réalité le petit cordonnier et le vendeur de poissons d'être les auteurs de braquages qui ont fait 2 morts à la fin de l'année 1919. Bien que leur casier judiciaire soit vierge, leur anarchisme sert de preuve à charge, et dans le crépitement des flashs, le fait divers se change en affaire politique. Leur affaire est vite devenue un cas emblématique. Il y a une mobilisation extrêmement large en leur faveur. Et ce mouvement, petit à petit, s'étend au monde. Le mouvement pour sauver Sacco et Vanzetti n'est pas porté seulement par des anarchistes, mais aussi par des libéraux, des syndicats, qui sont convaincus que les charges retenues contre eux sont très légères. Et c'est effectivement le cas. Sur le sol américain, les anarchistes essaient d'obtenir la libération des 2 prisonniers par tous les moyens. Les bombes d'abord, comme lors de l'attentat de Wall Street, premier attentat à la voiture piégée de l'histoire, qui fait 38 morts et 200 blessés, mais sans grand résultat. Par la bataille juridique encore, qui, avec le jeu des appels, contre-enquêtes, nouveaux procès, parvient, malgré leur condamnation à mort, à retarder l'exécution pendant 7 ans. Par l'agitation médiatique enfin, avec des comités de défense qui voient le jour un peu partout. Mais si ces campagnes en faveur de Sacco et Vanzetti sont initiées par les anarchistes, aussi déconcertant que cela puisse paraître, ce sont ceux qui, de l'autre côté du globe, sont devenus leurs pires ennemis, qui prennent à ce moment leur défense. C'est tout de même une vraie ironie que ce soit les communistes qui aient adopté leur cause. Car au même moment, les communistes exécutaient et emprisonnaient des anarchistes en Union soviétique. Ils ne pouvaient donc pas avoir de sympathie pour les idées de Sacco et Vanzetti. On sait aujourd'hui qu'effectivement c'est à Moscou que la décision a été prise d'instrumentaliser le martyre de Sacco et Vanzetti pour en faire effectivement le symbole de la répression bourgeoise, de la répression capitaliste dans l'État qui symbolise le grand capital, c'est-à-dire effectivement les États-Unis d'Amérique. Ça avait aussi pour but de permettre aux staliniens d'accumuler une sorte de capital moral. Ils s'attiraient la sympathie des travailleurs en défendant ces hommes qui risquaient la mort. Mais c'était bien une instrumentalisation de l'affaire Sacco et Vanzetti pour mieux servir leurs propres intérêts. Et ça, c'est vraiment triste.
inconsciente des tentatives de manipulation et sensible aux injustices faites aux anarchistes, la base des militants communistes ne ménage d'ailleurs pas ses efforts. Depuis la place de la République en France, jusqu'à Tokyo en passant par Berlin, Sofia, Assomption et Trafalgar Square au Royaume-Uni, ils s'opposent eux aussi à l'exécution de Sacco et Vanzetti. Rien n'y fera. Malgré cette immense mobilisation, ils sont exécutés par la chaise électrique en 1927 après que leur appel a été rejeté. Et ceci a un effet dévastateur sur le mouvement anarchiste. Le mouvement anarchiste est brisé aux États-Unis. Et on ne le reverra plus, au moins avant les années 60. Il faudra en effet attendre longtemps pour que, dénoncés les manipulations et reconnus les instrumentalisations, le gouverneur du Massachusetts réhabilite officiellement les deux hommes en déclarant que tous les déshonneurs devaient être enlevés de leur nom, pour toujours. Et 50 ans après leur condamnation à mort, grâce à John Baez qui chante sur un air composé par Ennio Morricone les dernières paroles de Vanzetti, la marche funèbre des anarchistes pouvait devenir un hymne mondial pour la justice et la liberté. L'anarchisme subit alors une diaspora énorme. Diaspora des anarchistes russes, diaspora des anarchistes nord-américains, diaspora des anarchistes italiens. Beaucoup sont venus naturellement en France, parce que la France n'était pas une dictature. C'était encore une démocratie libérale. Et ils ont donc émigré en France. Le mouvement anarchiste, qu'il avait espéré pouvoir faire triompher la révolution au lendemain de la guerre mondiale, en fait, se trouve battu sur toute la ligne. Et la question se pose, pourquoi nous avons été battus? Paris est redevenu le centre du monde. Ce sont les années folles. Montparnasse a pris le relais de Montmartre. Dans la lumière colorée des premiers néons, à la Rotonde, au Dôme ou au Select, l'anarchisme souffle sur les nuits parisiennes son vent de liberté et de révolte. Mais loin des banquettes de Moleskine, le mouvement libertaire, déjà très affaibli, voit se dresser dans toute l'Europe une nouvelle menace. Car face à la foule des tentatives révolutionnaires, pour égarer un peu plus les travailleurs, fasciner le sous-prolétariat et rassurer la petite bourgeoisie, le capitalisme a décidé d'arborer son masque le plus spectaculaire, le fascisme. Ils avaient participé à la guerre et ils avaient retenu la leçon la plus néfaste de la guerre, celle de la violence. Mais à la différence de la violence révolutionnaire de gauche, la violence fasciste est plus professionnelle. Parce que les fascistes ont compris à la guerre que la violence doit être organisée. Cette organisation grandissante des fascistes dans et par la violence s'accompagne d'une tentative de récupération des symboles de l'anarchisme, comme le fait l'Action française présidée par Charles Maurras. Elle crée le cercle Proudhon, du nom du père fondateur de l'anarchisme, afin d'attirer les ouvriers dans son giron. Il deviendra le berceau du fascisme à la française. Ou comme le fait Benito Mussolini, un ancien instituteur et journaliste qui fonde le Parti national fasciste et revêt ses jeunes milices de chemises aux couleurs noires de l'anarchie. Ce fils d'un socialiste révolutionnaire a d'ailleurs fréquenté certaines personnalités du mouvement comme Leda Raffanelli, la militante italienne convertie à l'islam avec laquelle il eut dans sa jeunesse une brève histoire d'amour. Et sans doute est-ce là d'ailleurs l'origine de la légende tenace selon laquelle le Duce, avant la guerre, aurait été anarchiste. J'ai une anecdote exceptionnelle qui va vous donner une idée du flair de Malatesta. En 1913, Malatesta revient en Italie. Il va à Milan, et là, il rencontre Mussolini. Pendant 1 heure. À la fin, ils se saluent, et un ami de Malatesta demande « Alors, que penses-tu de Mussolini ?»
Malatesta répond, ce n'est pas un socialiste, c'est encore moins un anarchiste, c'est un révolutionnaire qui fera beaucoup de chemin. Oui, c'est vrai que Mussolini avait traduit le livre sur la grande révolution française de Kropotkin, mais il n'a jamais été anarchiste, absolument jamais. Et à la suite de Malatesta, les anarchistes ne s'y trompent pas, qui s'opposent aussitôt violemment à l'avènement des nouveaux despotes. Ils sont même les seuls à en combattre la menace, les armes à la main. Comme en Italie, où Michele Schirru, Angelo Sbardellotto ou Anteo Zamboni, qui finira lynché par la foule, fomentent chacun leur tour des tentatives d'assassinat de Mussolini. En Espagne, c'est le dictateur fasciste Primo de Rivera qui est visé, tandis qu'en France, l'héroïque Germaine Berton abat le rédacteur en chef de l'Action française. Alors que sévit aux États-Unis d'Amérique un véritable régime d'apartheid, il n'y a que les libertaires des IWW pour affronter, dans la rue, les milices racistes du Ku Klux Klan. Et l'on oublie que si l'anarchiste conseilliste Marinus van der Lubbe incendie le Reichstag, c'est parce qu'il est devenu l'antichambre de l'hitlérisme. Mais pour la majorité du mouvement, la réponse individuelle n'est plus adaptée. Et c'est au cours des débats sur la constitution des premiers fronts antifascistes qu'ils exposent ce qui est, selon eux, la seule réponse possible à la menace. Très schématiquement, pour les fronts antifascistes, il y a cette histoire du moindre mal. Si le mal principal, c'est le fascisme, il faut tous s'unir contre le fascisme, et quand le fascisme aura été vaincu, on se battra entre nous, de manière dialectique, sur les différentes manières d'organiser la société. Les anarchistes n'acceptent pas cela. Ils pensent que s'il faut combattre le fascisme militairement, il faut aussi le combattre avec une révolution sociale. Pour eux, le seul moyen d'éradiquer le fascisme, c'est à travers la révolution qui sapera les bases économiques et sociales du fascisme. En juin 1926, à Paris, un texte paraît qui s'intitule « Plateforme d'organisation de l'Union générale des anarchistes ». C'est un coup de tonnerre dans le petit monde libertaire. Non seulement pour l'appel qu'il lance à l'unité d'un mouvement qui s'est toujours montré rebelle à toute forme d'organisation, mais encore pour le nom de son principal signataire, un revenant des vallées de cendres et de larmes d'Ukraine, qui travaille désormais enchaîné aux lignes de montage chez Renault, dont le corps n'est plus qu'une longue cicatrice, Nestor Makhno. Makhno arrive à Paris après avoir goûté à l'internement en Roumanie, aux prisons polonaises, etc. Il arrive donc dans une période où à la fois les idéaux révolutionnaires sont quand même en déclin, parce que la période n'est plus tellement à ça nulle part en Europe, et où par contre l'image de l'URSS est assez positive pour que le mouvement communiste se soit constitué là-dessus, et donc le mouvement anarchiste se retrouve extrêmement marginalisé. Par rapport à ça, vous avez des anarchistes qui estiment que, à l'origine de cette défaite, c'était l'absence d'organisation, ou de concertation, plus exactement, des anarchistes entre les eux. Et c'est le point de vue qui est défendu par ce qu'on appelle les makhnovistes, c'est-à-dire les partisans de Makhno, qui vont développer, avec Archinov, des documents dans lesquels ils se déclarent favorables à la constitution d'une organisation anarchiste structurée, fondée sur le principe de la responsabilité collective, que pour eux c'est quelque chose d'indispensable pour pouvoir reprendre le combat et l'emporter. L'anarchisme n'est pas une belle fantaisie, ni une idée abstraite de philosophie. Il est un mouvement social des masses laborieuses. Il doit rallier ses forces en une organisation générale et permanente, comme l'actualité et la stratégie de la lutte sociale l'exigent. La plateforme publiée ci-dessous représente les grandes lignes, le squelette d'un tel programme. Elle doit servir de premier pas vers le ralliement des forces libertaires en une seule collectivité révolutionnaire active, capable d'agir. Il est temps pour l'anarchisme de sortir du marais de la désorganisation. Vive le mouvement anarchiste organisé. Vive l'union anarchiste générale. Vive la révolution sociale des travailleurs du monde. Certains ont pu lire la plateforme comme une volonté d'imiter le parti bolchevique. Mais c'est en réalité une transposition de ce qu'a été la Makhnovtchina comme groupe anarchiste. C'est-à-dire que c'est une élimination de l'anarchisme de tendance artistique, de la tendance individualiste ou de l'anarchisme terroriste.
C'est vraiment la lutte des classes menée par des groupes armés. Au lieu de favoriser le rassemblement du mouvement anarchiste, l'appel de Makhno provoque surtout un de ces interminables débats dont les libertaires ont le secret. Des réponses fusent du monde entier. On s'oppose, on polémique, on synthétise. La confusion s'installe. Tout cela ne fait que renforcer Makhno et les siens dans leur conviction qu'il faut unir et discipliner un peu plus les anarchistes. Il décide de rassembler ses partisans à L'Haÿ-les-Roses, dans la banlieue parisienne, lors d'une conférence internationale qui se tient le 20 mars 1927 au cinéma Les Roses. Au nombre des participants, on compte des anarchistes russes, des Italiens, des Polonais, des Bulgares, et même des Chinois, dont le romancier Bajin. Mais c'est particulièrement la situation de l'Espagne qui intéresse Makhno à ce moment-là. Pourquoi l'Espagne? C'est beaucoup posé la question. Peut-être parce qu'on ne les aime pas, les anarchistes, ça c'est Léo Ferré qui dit ça, mais beaucoup plus concrètement, c'est parce que l'Espagne, c'est un pays où le socialisme naît anarchisme. C'est-à-dire que ce n'est pas une tendance du socialisme, mais en Espagne, le socialisme est anarchiste, point. L'anarchisme en Espagne n'a pas seulement une origine populaire, comme en France ou en Italie, mais une véritable base populaire. Une base populaire de milliers, de centaines de milliers de militants. Une base populaire dont provient un mécanicien anarchiste d'une trentaine d'années qui en séjour s'est réfugié à Paris et retient l'attention de Makhno. Il s'appelle Buonaventura Durruti. Il partage leurs expériences, évoque les échecs passés, parle des possibilités nouvelles. Durruti lui dévoile son passé terroriste, lui raconte l'organisation déjà ancienne du mouvement anarchiste en Espagne et lui dit des espérances révolutionnaires en Catalogne ou dans les plaines d'Aragon qui ressemblent tant aux steppes d'Ukraine. Impressionné par le courage, l'intelligence et la détermination de l'Espagnol, Makhno lui livre son testament politique et promet que si la révolution éclate en Espagne, il viendra combattre à ses côtés. Ce que les anarchistes défendent, veulent, ce à quoi ils aspirent, c'est un idéal très élevé, mais qui demande une longue préparation. Alors, en Espagne, on a vécu ça. Il y a eu 70, plus de 80 ans de préparation à la guerre d'Espagne. Donc, quand la révolution éclate en Espagne, les gens sont prêts. Ça fait très longtemps qu'ils se préparent à ça. En 1936, en Espagne, en effet, si les anarchistes sont prêts, ce n'est pas seulement parce que depuis la fin du XIXe siècle, ils ont réalisé certains des exploits de la propagande par le fait, comme les attentats de la mystérieuse Mano Negra ou l'assassinat en 1912 du président du Conseil par Manuel Paradiñas Serrano, reconstitué ici pour les besoins d'un film semi-documentaire. Ce n'est pas non plus parce que certains des grands martyrs de la cause, comme les garrottés de Jerez de la Frontera, Francisco Ferrer ou les paysans assassinés de Casas Viejas, sont espagnols. Pas même parce que le journal des anarchistes catalans fait résonner les mêmes mots que le slogan de la révolution mexicaine. Pas plus parce que certaines des grandes insurrections paysannes ou ouvrières eurent lieu au Levant, en Andalousie, dans la Rioja, en Catalogne, ou dernièrement dans les Asturies, avec sa révolution d'octobre matée par un certain général Franco aux ordres de la toute jeune démocratie bourgeoise. Non. Si les anarchistes espagnols sont prêts, c'est parce que le mouvement libertaire dans la péninsule est solidement organisé depuis l'origine. D'abord au sein d'une puissante section espagnole de l'Internationale ouvrière, puis de la FAI, Fédération anarchiste ibérique, et de la CNT, Confédération nationale du travail, qui est, à la veille du coup d'État de Franco, l'un des syndicats les plus fournis et le mieux structurés au monde. Le monde il est vaste, hein, mais c'est unique en Europe occidentale que la principale force syndicale, mais ça ne se limite pas à ça, la principale force sociale, pas politique parce que le terme est ambigu, hein, organisée, c'est la CNT. On a compté qu'à la fin du printemps 36, c'est à peu près 1,5 million de gens qui sont adhérents à la Confédération nationale du travail sur l'ensemble de l'Espagne, dont pas loin d'une moitié en Catalogne. Avec seulement un salarié permanent. C'est incroyable quand on y pense. Un seul salarié pour une organisation aussi grande. En 1936, Makhno est mort et Durruti est revenu en Espagne. Des élections ont lieu.
Une fois n'est pas coutume, les organisations anarchistes qui ne présentent aucun candidat appellent leurs militants à voter pour le Front populaire. Grâce aux millions de voix des libertaires, une assemblée de gauche composée de socialistes, de républicains démocrates et de seulement quelques communistes, qui représentent alors une infime minorité du mouvement ouvrier espagnol, est élue de justesse. La réaction de la droite ne se fait pas attendre. Le général Franco somme toutes les casernes de prendre le contrôle du pays. C'est la guerre civile. Le coup d'État de Francisco Franco survient en 1936 et l'Espagne éclate comme une pastèque. D'un côté, il y a un front progressiste et de l'autre un front fasciste. Et pendant 3 ans, ça va être une opposition radicale. Comme en Italie ou en Allemagne, devant le putsch, la grande bourgeoisie applaudit. Les oligarques apportent leur soutien financier aux fascistes et les démocrates abdiquent. Le gouvernement de Front populaire abandonne. Au lieu d'appeler à la résistance, il démissionne 3 fois dans la même journée. Le peuple est livré à lui-même et une moitié du pays tombe sous la coupe de Franco. Les organisations libertaires lancent alors un appel général à la mobilisation. Partout, spontanément, comme un seul homme, les anarchistes se lèvent. En Catalogne, emmenés par Durruti qui dirige la défense de Barcelone, les libertaires mettent en échec les putschistes. Aux barricades, l'hymne de la CNT que Valeriano Robon, l'un des théoriciens de l'anarcho-syndicalisme espagnol, écrit en quelques heures, devient le cri de tout un peuple. Des colonnes se forment. Durruti est désigné délégué général d'une milice de combattants volontaires. Forte de 3000 hommes, divisée en plusieurs centuries qui portent les noms de leurs martyrs, comme la centurie Sacco et Vanzetti, la colonne Durruti, tout comme la colonne rouge et noire, marche sur Saragosse et converge vers l'Aragon pour combattre les armées fascistes. Et inspiré par la Maknovtchina, Durruti et ses hommes font tout à la fois la guerre et la révolution. Ils font reculer le fascisme, ce que les armées républicaines postérieurement ne seront pas fait. Mais ils font reculer le fascisme, en particulier en Aragon. Et dès que les colonnes libèrent un village, immédiatement on y proclame le communisme libertaire. Dans chaque village par lequel passait la colonne Durruti, on discutait avec les paysans. Les anarchistes leur disaient que ça y est, ils pouvaient enlever les séparations entre les champs, créer de grandes zones collectives et travailler la terre tous ensemble. Dans leur marche, les libertaires chassent les maîtres et les dieux et annoncent la fin des privilèges. Sur les places des villages libérés, des danses nouvelles viennent remplacer les anciennes complaintes. Des couples se forment aux yeux de tous, on partage les terres, le travail et le pain, on donne la retraite aux anciens, on prend le temps de vivre. On invente des pratiques et on recrée des solidarités. L'anarchisme pousse ici sa logique jusque dans ses ultimes retranchements. Assemblées paysannes, campagnes d'alphabétisation, plus de 800 villes et villages d'Espagne se mettent en commune. Et l'une des plus grandes expériences de collectivisation de l'histoire commence. Dans la pratique, c'est une explosion d'expériences, de nombreuses communautés, et pas un village de 200 habitants, qui supprime l'argent. Ah bon? On va vivre comment? Alors on invente, parce que ça c'était pas dans les textes des théoriciens. On invente par exemple le salaire familial. Tout le monde travaille, on a une production, on la répartit comment? Au niveau des efforts de chacun? Non, au niveau des besoins de chacun. Ils avaient aboli l'argent. Ça semble incroyable aujourd'hui. Mais ils étaient des milliers. Ils s'organisaient. Bien sûr que sur ces territoires libérés, le clergé était exproprié. Et les anciens exploiteurs devaient désormais travailler main dans la main avec les paysans. Ça ne va pas se passer bien partout. Parce que dans un premier temps, on chasse la garde civile, on chasse ou on élimine les fascistes du village. Parfois, les troupes franquistes vont revenir. Et
On imagine la répression qui va s'imposer. On parle d'églises incendiées. On parle aussi des curés tués par les anarchistes. C'est vrai, ça a eu lieu. Le pouvoir, quand il est repris par le peuple, génère ce genre d'action. Bakounine lui-même le disait. Il disait, quand la révolution arrive, il est inévitable que 100 têtes tombent. 100 têtes, ce n'est pas beaucoup quand on pense aux exactions commises par les fascistes. Grâce au matériel envoyé en quantité presque illimitée par Henry Ford et au soutien de troupes italiennes ou de la lugubre Légion Condor, les franquistes se livrent en effet à une véritable épuration sociale et un nettoyage idéologique. Comme à Séville, où 8000 personnes sont passées au fil de la baïonnette, ou comme à Guernica, où sans discernement, hommes, femmes et enfants sont écrasés sous les bombes. Malgré la terreur blanche qui s'abat, les demandes d'armes des libertaires aux démocraties bourgeoises, même publiées sur des timbres, restent lettres mortes. Les anarchistes peuvent cependant compter sur la solidarité internationale du mouvement qui, de journaux en conférences, appelle partout à rejoindre les rangs des insurgés. Et avec les premières colonnes d'internationalistes, la brigade Abraham Lincoln, composée notamment d'IWW, le bataillon Malatesta que l'on surnomme bataillon de la mort, ou le bataillon Louise Michel venu de France, les révolutionnaires étrangers prennent soudain, en arrivant, la mesure du changement. Dans les pays d'où ils viennent, que ce soit des Français, des Anglais, des Américains, que ce soit des réfugiés allemands ou italiens, les autres ils sont dans le camp de Franco, hein. Dans leur pays, il n'y a jamais eu, ils n'ont jamais, à aucun moment de leur histoire, rencontré un mouvement anarchiste de cette importance. On a un témoignage formidable avec George Orwell, qui est en Angleterre, hein, qui fréquente non pas les milieux communistes, mais les milieux plutôt trotskistes, qui va venir en Espagne pour battre. Il arrive à Barcelone, et c'est une véritable découverte. En Angleterre, il ignorait que les anarchistes existaient d'une part, et tenaient la ville. Alors l'ouvrage dont il s'agit a un titre bizarre, puisque c'est hommage à la Catalogne, mais il faut le lire, c'est formidable. En théorie, c'était l'égalité absolue. Et dans la pratique, il s'en fallait de peu. Nous avions comme un avant-goût du socialisme. Un grand nombre des mobiles normaux de la vie civilisée avaient absolument cessé d'exister. L'habituelle division en classes de la société avait presque disparu. Il n'y avait là que les paysans et nous. Et nul ne reconnaissait personne pour son maître. Pendant que les bataillons internationalistes partent soutenir les colonnes anarchistes sur le front, à l'arrière, devenus à leur tour conscients du rôle central joué par la propagande, les libertaires s'emparent de l'industrie du cinéma et, avec leurs faibles moyens, montrent les combats acharnés qu'ils livrent alors en Aragon. Mais dans cette guerre des images, où pour la première fois, ce sont eux qui filment, les anarchistes n'oublient pas de témoigner de l'ampleur et de la spécificité de leur révolution. Les opérateurs de la CNT saisissent sur le vif une capitale insurgée. Premier reportage sur les événements de Barcelone, c'est le syndicat CNT, le syndicat des spectacles publics, qui le produit. Ils sortent dans la rue, voir ce qui se passe sur les barricades, de formidables images d'une ville en révolution. On n'en a pas pour Saint-Pétersbourg ou d'autres endroits. Là, on en a. C'est quoi une ville en révolution? Sur ces images, on voit une ville qui est pratiquement anarchiste, avec un enthousiasme populaire exceptionnel qui ne s'est plus jamais reproduit dans toute l'histoire. Ces images révèlent au monde l'importance et la cohérence de la révolution libertaire espagnole. Au milieu des restes de barricades et des centres de pouvoir détruits, les documentaristes anarchistes comme Félix Marquet dévoilent chaque étape du grand bouleversement. Ici, l'anarcho-syndicalisme fonctionne à plein et donne sa mesure. Toutes formes de bureaucratie, de métiers non productifs, d'emploi de contremaîtres sont abolies. Les grandes décisions sont prises en conseil, les différentes tâches effectuées en commun, les moyens de production récupérés par la collectivité. En Catalogne, qui est de loin la première région industrielle d'Espagne, ce sont plus de 75% des entreprises qui sont autogérées. Les tramways, les taxis et les bus, les hôtels et les restaurants, les boulangeries, la pêche et les métiers de bouche, les ateliers de textile, l'industrie du cuir et des chaussures. Tous les petits commerces comme les plus grandes entreprises sont désormais gérés de façon collective, sans baisse de production ni réduction du rendement.
La révolution s'attaque même à la culture qui redevient soudain populaire et sociale. Cinéma, orchestre symphonique, opéra ou cabaret sont gérés directement par les comédiens, les danseurs et les musiciens, les techniciens et les ouvreuses qui sont tous membres de la CNT. Emma Goldman, qui a 67 ans, est venue en Espagne soutenir la révolution catalane, peut déclarer « La collectivisation des usines et des terres représente la plus grande réussite de toutes les périodes révolutionnaires. Votre révolution va détruire pour toujours l'idée que le projet anarchiste signifie le chaos. Même si Franco gagne et que les anarchistes espagnols sont exterminés, votre travail continuera de vivre à jamais. » Ça signifie que l'anarchisme fonctionne. Ça fonctionne, mais à quelles conditions? À la condition qu'une majorité de la population soit convaincue par les principes libertaires. Il est donc possible de faire une société sans autorité et sans gouvernement, ou avec le minimum d'autorité et le minimum de gouvernement. Ce triomphe de l'anarchisme en Espagne trouve une expression dernière mais paradoxale le 4 novembre 1936, quand les républicains décident de former à Madrid un nouveau gouvernement de la victoire. Afin de rassembler les différentes forces antifascistes contre les franquistes, pour la première fois dans l'histoire, 4 libertaires deviennent ministres. Leur présence a d'un côté pour but de renforcer le gouvernement, mais elle est aussi un moyen pour les milices anarchistes d'obtenir des armes. C'est donc un peu du donnant-donnant. Mais ce sont des ministères qui n'ont pas vraiment d'importance. S'ils entrent au gouvernement, c'est dans un but stratégique. Ils le font en quelque sorte pour contrôler le gouvernement, pour empêcher que le gouvernement n'ait des menées anti-anarchistes. Dans la pratique, il n'y a pas eu plus d'armes pour les milices anarchistes. Et aux yeux des combattants, cette entrée au gouvernement a été au pire une trahison, au mieux une erreur. Et alors, il y a une scission entre la base anarchiste et ses 4 ministres. Le mouvement anarchiste commence à se scinder. Le Parti communiste, lui aussi représenté dans le gouvernement et qui jouit d'une place de plus en plus prépondérante grâce au soutien militaire que Staline apporte à la République, entend profiter de cette désunion. Il exige que la révolution libertaire soit ajournée et que les milices anarchistes désarmées soient réintégrées dans une armée régulière dirigée par des commissaires politiques. Le gouvernement et les 4 ministres votent cette proposition. Durruti considère cela comme une trahison. Le germe est dans le fruit. Pour affaiblir les anarchistes et avoir Durruti sous la main, le gouvernement décide alors de faire venir sa colonne à Madrid, qui est assiégée par les franquistes. Les libertaires sentent le piège, mais Durruti espère saisir cette occasion pour relancer le processus révolutionnaire dans la capitale espagnole. Sa mort, qui survient dans des circonstances troublées, affaiblit soudain la base du mouvement. Durruti était un symbole. Et sans Durruti, l'anarchisme restait sans figure de proue. L'anarchisme est une théorie politique qui prévoit la destruction du pouvoir. Ce n'est pas une stratégie de conquête politique. Le communisme, en revanche, oui. Et les communistes, qui n'étaient que 10 000 face à des millions et des millions d'anarchistes, réussissent en moins d'1 an, appuyés par l'Union soviétique, à reprendre la situation en main. Et c'est alors que peut commencer la grande répression, qui va culminer avec les événements de mai 37, où il y a un affrontement. Et là, la révolution libertaire va être écrasée. C'est au cours de ce que l'histoire de l'anarchisme a retenu sous le nom des Journées de mai 1937, dont le film Land and Freedom de Ken Loach ne montre qu'une partie, que cet écrasement a lieu. Tout commence avec la bataille de la Telefónica. Depuis le début de la Révolution, les anarchistes contrôlent une partie de la centrale des téléphones de Barcelone. Les républicains, alliés aux staliniens, veulent à tout prix les en déloger, c'est l'étincelle. Le peuple de Barcelone élève des barricades. Malgré les appels au calme des ministres anarchistes, ils s'opposent, comme à Kronstadt 15 ans plus tôt, mais cette fois aux côtés des trotskistes du POUM, presque sans armes, à plus de 3000 gardes d'assaut, équipés et entraînés. Il y a une semaine d'affrontement. Il faut se souvenir que le putsch de Franco a été vaincu à Barcelone en 2 jours.
Mais les combats, là, entre la base et le gouvernement, durent 7 jours, avec plus de 1000 morts et des centaines de blessés. Après la défaite des anarchistes pendant les journées de mai 1937 et la répression qui s'ensuit, les portes de Barcelone sont ouvertes aux fascistes. Les mesures contre-révolutionnaires du gouvernement républicain et stalinien peuvent se multiplier sur le petit territoire qu'ils contrôlent encore. Le 25 mai, la fédération anarchiste est exclue des tribunaux populaires. Le 6 juin, un décret gouvernemental rend illégales toutes les collectivités rurales. Début août, le Conseil régional de défense d'Aragon est définitivement dissous. Fin août, les critiques vis-à-vis de l'URSS sont interdites. Le 6 janvier 1938, le gouvernement interdit l'émission de billets ou de monnaie par les comités. Et au cours de l'année 1938, le gouvernement annule tous les restes de la collectivisation et réintègre les grands propriétaires dans leurs droits. La révolution libertaire espagnole est vaincue. Et la Pravda de Moscou peut affirmer dans son éditorial: l'épuration des anarchistes a été menée à son terme, avec la même énergie qu'en Union soviétique. La guerre d'Espagne se termine le 1er avril 1939. Beaucoup d'anarchistes sont internés en camps de concentration et beaucoup d'anarchistes sont aussi fusillés. C'est incroyable quand on compare le nombre de membres de la CNT ou de la Fédération anarchiste juste avant la Révolution sociale espagnole et ce qu'il en reste juste après la victoire du fascisme. On pourrait croire que c'est la répression fasciste qui est la cause de cette disparition. Mais en réalité, c'est surtout dû à la répression du gouvernement républicain en accord avec les staliniens. Et ça, tous les historiens le confirment. C'est un épisode profondément dramatique de l'histoire du XXe siècle que cette guerre d'Espagne. Même si c'est pas un épisode auquel on pense spontanément quand on fait l'histoire du XXe siècle. Pour moi, c'est un des points tournants. Puis c'est quelque chose de sanglant. C'est quelque chose d'horrible dans l'histoire du XXe siècle, ce qui s'est passé là. L'abandon par les démocraties, les fascistes italiens, les nazis. Donc l'URSS, les staliniens. Alors, le monde entier se ligue pour faire échouer cette expérience-là. Et comme vous savez, elle échoue. En franchissant le col des Pyrénées, au milieu des foules de réfugiés qui prennent la route de l'exil, ceux qui ont survécu se demandent tout de même pourquoi ils ont perdu et où et quand ils vont pouvoir reprendre le combat. Si la situation des anarchistes après la Première Guerre mondiale était extrêmement difficile, la situation des anarchistes après l'échec de la Révolution espagnole est carrément catastrophique. La seule chose qu'il leur reste à faire, c'est quoi? De rejoindre les bolcheviks, de se convertir au fascisme. S'ils veulent continuer le combat, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? S'engager dans l'armée française pour combattre les nazis? Que faire? À part, entre guillemets, sauver votre peau. En avril 1939, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas encore commencé. Mais depuis les camps de concentration dans lesquels la France accueille les survivants de la Révolution espagnole, comment les anarchistes ibériques pourraient-ils en effet ne pas être désemparés? Surtout quand on se rappelle qu'Édouard Daladier, le président du Conseil français, qui avait déjà réimposé la semaine de 48 heures et signé des accords de Munich, décide de nommer premier ambassadeur auprès de Franco Philippe Pétain, le plus noble et le plus humain de nos chefs militaires, selon l'expression de Léon Blum. Mais si la situation est aussi difficile pour eux, comme pour tous les anarchistes au monde, c'est que la contre-révolution est en passe de triompher partout. Dans les pays fascistes, bien sûr, mais aussi dans les républiques socialistes ou dans les démocraties libérales, la réaction égrène son chapelet de mort. Comme lors du massacre du Memorial Day aux États-Unis d'Amérique, où la police de Chicago assassine des dizaines de travailleurs, dont une femme et 3 enfants. Et comme toujours, dans un monde qui se recouvre de barbelés, les libertaires sont parmi les premières cibles de la répression. Du Vernet à Oranienburg, ils sont très tôt rassemblés, déportés et, à l'image d'Éric Musam, exécutés. Car dans un contexte de crise généralisée du capitalisme, l'écrasement des révolutionnaires constituait pour la bourgeoisie le préliminaire nécessaire à son désir d'expansion. Et l'impérialisme que l'on reconnaît hier comme aujourd'hui à ceux qui n'ont que le mot paix à la bouche se préparait depuis longtemps à la guerre.
L'Espagne, tout comme l'Abyssinie ou la Mandchourie, étaient bien plus que des répétitions générales. Tous les pactes de non-agression ne tendaient en réalité qu'à accélérer le processus déjà engagé, et l'exacerbation des sentiments nationaux n'avait pour seul objectif que d'empêcher les travailleurs de s'unir. Il fallait donc auparavant à tout prix effacer jusqu'à la mémoire de ces hommes et de ces femmes qui avaient aboli l'État, l'argent et les frontières, et essayer envers et contre tout de bâtir un monde meilleur. Et c'est ainsi que dans les ténèbres d'une nouvelle guerre mondiale qui libérera les passions les plus barbares et transformera la Terre en un vaste champ de ruines, alors que les travailleurs seront enrégimentés, fanatisés, réduits en esclavage ou en cendres, l'anarchisme pourra, pour un temps, se recouvrir de nuit. Car notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Oui, notre sang bleu est noir, notre drapeau rouge est noir, notre étoile jaune est noire, notre vie en rose est noire. Black, 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 et on fait bloc.